Bonjour, bienvenue dans Extra Life. Voilà, Extra Life, donc on rappelle un petit peu le principe, c'est une émission de débat où on revient un petit peu sur l'actualité du jeu vidéo en 2010. On aborde également des problématiques qui ont fait justement débat en 2010. Et pour ce plateau, on a Médoc qui nous a rejoint, ainsi que Sengan qui travaille sur les critiques sur No Life. Et voilà, là on a une grosse thématique, un truc qui fait vraiment discuter beaucoup les gens, c'est le RPG. Le RPG un peu dans tous ses états en ce moment. Donc on a l'impression que d'une part, le genre RPG a tendance à s'ouvrir à d'autres genres pour finalement perdre sa spécificité. Et on a également les autres genres de jeux, tous les autres genres de jeux qui depuis quelques années en fait intègrent des mécaniques de jeu propres au RPG. Est-ce que vous avez déjà des petites explications, quelque chose? Déjà, pardon, faudrait recadrer pas tout de suite le débat, mais simplement rappeler ce qu'est un RPG. Ce qu'est un RPG, les différents éléments. Alors c'est quelque chose de très compliqué qui prend des dossiers, des pages dans des dossiers où ça peut faire l'objet de documentaires, tout ça. En deux phrases, c'est quoi un RPG? En deux phrases, c'est impossible, Thierry. RPG, c'est avant tout une histoire développée, un jeu dans lequel l'histoire, le background, les relations entre les personnages en eux-mêmes, tout ça, c'est très développé. Okay. Ça c'est un premier élément. Ensuite, tu as tout cet aspect customisation, personnalisation de ton personnage. Aussi bien au niveau de l'apparence que au niveau des skills, comment est-ce que tu construis ton personnage au fur et à mesure des level up. Voilà, ça fait partie aussi des choses dans un RPG, et cet aspect-là, en règle générale, il est poussé. Et enfin, tu as un troisième truc qui est un truc très important, qui est marqué sur ma fiche, et qui est évidemment un système de combat. Je veux dire, tu peux pas avoir de RPG si t'as pas de système de combat. Des systèmes de combat, il en existe plein de différents. Le tour par tour classique, le tour par tour avec Active Time Battle. Après, tu as le Tactics où tu joues chacun son tour sur un genre de fichier, voilà. Donc tu as tout ça. Et puis tu as des trucs un petit peu plus hybrides, on pense à Mass Effect ou des trucs comme ça, ou Valkyria Chronicles, où tu as l'aspect stratégie aussi qui est à fond mis en avant, et puis un petit aspect third-person shooter. Donc voilà, une fois que tu as ces trois éléments en même temps, dans un titre, histoire poussée, personnalisation, customisation du personnage, donc identification, donc immersion, parce que la notion d'immersion elle est importante aussi, et enfin système de combat qui ressemble à ce qu'on vient de dire, t'as des grandes chances d'être dans un RPG. Moi j'ajouterais un petit truc quand même qui pour moi s'inscrit également dans le genre, c'est la notion d'exploration. C'est-à-dire qu'en gros, le monde que tu intègres doit être suffisamment ouvert pour te permettre en fait de naviguer à l'intérieur et de te créer un petit peu ta propre aventure. Est-ce que pour toi, ça correspond également, la définition de Médoc? Ouais, plus ou moins. Disons que sur le côté histoire, relation entre les personnages, c'est plus le côté RPG japonais, avec les Dragon Quest, les Final Fantasy, Chrono Trigger, des trucs comme ça. Et plutôt la customisation des skills en fonction du level up, tout ça, faire vraiment son personnage, c'est plutôt sur le RPG occidental, quoi. Après, on peut aussi souvent déterminer l'apparence du héros dans une certaine mesure. Est-ce que c'est des choses qui sont complètement fixées dans les jeux japonais traditionnels? En règle générale. En règle générale. Voilà. Parce que même si au niveau de l'apparence, effectivement, ça reste souvent fixé, je veux dire, t'as un héros, il a une gueule, et puis c'est la gueule du héros. Je veux dire, Nomura, il s'est cassé le cul à te designer un truc, c'est pas pour lui changer sa gueule, tu vois. Il a passé 3 jours sur une coupe de cheveux, c'est pas pour que tu puisses la changer comme ça. Mais après, au niveau de la customisation des skills du personnage, l'arbre de compétences, tout ça, tu peux avoir des JRPG dans lesquels c'est très poussé, et tu peux obtenir un personnage à peu près singulier. En fonction de la On va lancer les noms de jeux un petit peu qui fâchent. Donc il y a 2 exemples de gros RPG sortis en 2010 qui ont fait clairement un petit peu débat. Il y a Mass Effect 2 d'une part, et il y a FF13 d'autre part, Final Fantasy 13. Donc du coup, c'est vrai qu'à FF13, on lui a reproché pas mal de choses. Bon, par exemple, je parlais de la notion d'exploration, qui est clairement un petit peu mis en retrait. Et d'un autre côté, mis à part ça, sur les 3 définitions que tu donnais, elles sont là. Donc FF13 serait un RPG. J'espère qu'on n'en doute pas, heureusement. Ouais, ça reste un RPG, mais après qui
qui est très dirigiste, qui a qui te limite sur pas mal de points. Je sais pas si ça a été diffusé, mais évidemment, on prend l'habitude de faire des bons souvenirs avec les personnes qu'on est amené à rencontrer, à interviewer, tout ça. Il me semble que non, j'ai le droit de le dire. Tu peux le dire. Un des souvenirs d'une des personnes, je me souviens plus exactement si c'était. C'était un groupe de Square, je crois que c'était vice-président. Le vice-président de Square, son souvenir, c'était Call of Duty. Tu vois. Donc, et il me semble que dans une autre interview diffusée, je sais plus où, on leur demandait leur source d'inspiration pour FF13, et il y en a un qui avait sorti Call of Duty. Donc ouais, on aurait dû se douter à ce moment-là que FF13, ça allait être du couloir. Alors pourquoi décider soudainement de changer fondamentalement le gameplay d'un jeu comme FF13 qui s'inscrit quand même dans une série qui a toujours été pure RPG, et là soudainement on a un titre qui débarque et qui te dirige par le bout du nez et qui du coup fait hurler genre des centaines de milliers de fans. Pourquoi ça me paraît assez obvious, mais vas-y. C'est un peu l'évolution. Déjà dans FF10, c'était un peu ça, il y avait beaucoup moins d'exploration, t'avais la map dans le coin de l'écran qui te disait t'es là, tu vas là. Ouais, alors effectivement dans FF10 c'était ça, le côté exploration, t'avais pas tout à la fin le vaisseau qui te permet de survoler les petites îles et les petits trucs comme ça, c'est tout ça dans un RPG. Mais à côté de ça, dans FF10 il y avait des éléments de RPG qui étaient vraiment renforcés. Je veux dire au niveau des quêtes annexes et compagnie, c'était juste flippant FF10. Au niveau de la personnalisation, de la customisation de ton personnage avec le sphérié, c'était complètement fou. Là avec FF13, c'est un petit peu autre chose. La raison pour laquelle ils vont un petit peu ils sont partis un petit peu vers ce côté couloir, dirigiste, tout ça. Moi, ça me paraît assez obvious, c'est pour s'ouvrir au marché occidental. Exactement, au marché occidental, et puis pour avoir un public le plus large possible. C'est ça l'idée. Du coup, est-ce que le FF13, ça reste un titre intéressant, ça reste un RPG intéressant? T'as eu la critique sur No Life qui dit ça mieux que ce qu'on pourrait dire là en 3 minutes. Mais toi perso, genre FF13 c'est un titre auquel tu joues, auquel tu rejoueras, que tu affines 3 fois. Alors moi non. Après je connais des gens comme Oblivion qui ont le trophée Platinum là. Ils ont ça. Mass Effect 2, où il se situe là-dedans. Donc c'est clairement là on a l'impression, c'est un RPG, mais on a l'impression un peu d'avoir affaire à un FPS. C'est plus un TPS, mais un TPS. Mais il y a effectivement aussi pareil la dimension d'expérience acquise au fur et à mesure des combats. Et d'ailleurs non, c'est pas les combats, c'est juste les quêtes qui donnent de l'XP dans Mass Effect 2. C'est juste tu finis ta mission et voilà, tu gagnes un niveau. Ouais. Bon, après c'est un RPG. Pour moi c'est un RPG, parce que il y a bien cette exploration là, même il y a des quêtes annexes. Bon, même si effectivement l'accent était plus mis sur l'action par rapport au premier. Est-ce que c'est un truc qui vous inquiète ça, dans l'absolu, que des RPG comme ça, quelque part des grandes séries de RPG switch de genre, s'ouvrent ainsi vers autre chose? Non, pas quand c'est bien fait. Je te prends un exemple vite fait, Valkyria Chronicles. C'était complètement fou le système de combat parce qu'à la base ça se rapprochait du tactics vraiment pur quoi. Et le fait d'inclure donc ces phases de third-person shooter qui sont pas vraiment des trucs de third-person shooter. Je veux dire, tu dois pas être skillé avec tes pouces pour t'en sortir. Faut surtout bien réfléchir à tes placements et bien réfléchir à tes actions. Le fait d'inclure justement cette petite dose de TPS dans un RPG, ça le fait à 200%. Tu vois, j'aurais été malheureux que ça soit du tour par tour, dans lequel t'es obligé d'attendre pour faire tes shoots, tout ça. Là, dans Valkyria Chronicles, c'est très bien géré. Dans Mass Effect aussi, on en parlait juste à l'instant. Le fait de la roue, tout simplement, le système de roue là, tout ça, de pouvoir stopper l'action, c'est tip top. Pareil dans Fallout 3 et Fallout New Vegas, c'est aussi le VATS là, ça tue. Ça aussi, ça tue. Donc il faut quelques skills, tout ça, mais le fait de pouvoir bloquer l'action et de choisir les actions que tu vas faire, ça reste RPG et c'est très bien. Donc il y a certains cas où c'est très bien fait. Il y en a d'autres où c'est un petit peu moins convaincant. Tu penses à quoi? On parlait des FF13, je pense à FF13. Ok. Voilà.
Il y avait autre chose, donc autant le RPG, le genre majeur, lui, a tendance pour certains titres donc à aller piocher ailleurs. On a également des genres classiques tels que le FPS, le TPS, même la simulation de voiture, qui intègrent des mécaniques de RPG. Donc par exemple, je pense au Need for Speed, Hot Pursuit, à Gran Turismo 5. Les deux jeux proposent une petite barre où tu peux genre leveler et gagner des compétences, etc. Donc du coup, genre dans la plupart des jeux, y compris dans l'aspect multijoueur des FPS, on a cette notion de progression qui est associée et qui vient directement en fait du RPG. Pourquoi ? Qui vient directement du RPG. Il y a je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que, pour te prendre l'exemple du online, des FPS online, à l'époque, le FPS online, je vais en prendre un très très connu qui jouait beaucoup à l'époque, Counter-Strike, qui faisait partie des FPS les plus joués online. Bah, quand t'arrivais, en règle générale, sur un serveur quelconque, t'arrives, tu te fais fraguer, tu comprends pas pourquoi. Et c'est comme ça pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Et finalement, tu es susceptible de lâcher le truc. Soit tu penses que les mecs ils cheatent, soit tu te dis bah c'est pas ma cam, voilà. Dans un Modern Warfare 2 ou Black Ops ou un truc comme ça, t'arrives, tu te fais dézinguer pareil. Simplement, on va te dire level up. Parce que t'as fait un ou deux frags où on va te donner des points parce que tu t'es caché un peu plus longtemps ou parce que c'est toi qui as le plus de morts. Il y a aussi autre chose qui est intéressant, c'est qu'en fait, avec ce système de grade, ça permet également de regrouper les joueurs par catégorie. Plus simplement, au sein même du jeu, et donc du coup d'être moins confronté à des mecs qui sont largement supérieurs. Tranquillement, quoi. Du coup, tu as ce petit élément RPG, c'est-à-dire level up, point d'expérience et compagnie, il est là pour récompenser ceux qui auraient lâché autrement. Voilà. Tu vois, donc ça c'est important. Permet de mieux accrocher en fait les joueurs, leur permet de continuer et de gagner quelque chose en jouant énormément en multi par exemple. Voilà, ça c'est pour ceux qui arrivent dans le jeu et qui étaient susceptibles d'être accrochés et qui se font accrocher. Après t'as les autres, les vrais gamers qui jouent et qui apprécient aussi ce système de level up, tout ça, parce que ça touche un petit peu à la fibre complétiste, tu vois, du rôliste. Et aussi la façon. Et on se montre également. Ce qui est bien, c'est genre quand tu vas très loin dans un RPG, tu auras l'équipement magnifique qui va bien avec. Bah là maintenant c'est pareil, tu auras le grade qui correspond à ton nombre d'heures de jeu, etc. C'est validé par le jeu. Ok. Exactement. Donc c'est plutôt positif tout ça au final. Pour terminer là-dessus, quel est l'intérêt pour le joueur? Il est évident, c'est avec toutes ces notions de RPG, c'est la durée de vie, elle est augmentée. La durée de vie est augmentée. Et pour les éditeurs, l'intérêt, c'est que si tu augmentes la durée de vie de ton jeu, ça te permet, dans les semaines et les mois à venir, de sortir du DLC. Le jeu, il reste toujours d'actualité. Et donc, ça fait des sous-sous dans la poche. Et en plus, ce DLC, c'est plus uniquement une série de maps un peu impersonnelles. Tu as aussi parfois le grade qui va avec et qui te permet en fait d'attirer justement les gens qui cherchent à faire un jeu à 100%. Tu peux voir ça avec le Cataclysme de haut, là où ils te font passer de 80 à 85. Tout à fait. Mais t'inquiète qu'il y en a qui sont au taquet sur ce 85. Justement. Très bien. Bah voilà, on espère en tout cas que ça va donner de bonnes choses pour les RPG. Et puis c'est vrai que le côté intégrer des mécaniques de jeu qui sont excellentes liées au RPG dans d'autres styles de jeu, ça peut être que positif. Exactement. Bah voilà, ce débat est terminé. On se retrouve pour un prochain. À bientôt.